Je vais partir de quelque chose qui nous concerne tous et qui est dans le prolongement de ce que j'évoquais il y a quelques semaines, à savoir ce passage du sujet de l'inconscient au par-l'être. Ce passage particulier que le psychanalyste a à prendre en compte depuis que Jacques Lacan, à la suite de Freud, a prolongé Freud en ouvrant le champ de la jouissance. La jouissance, c'est pas au sens habituel du terme, hein. Il faudrait revenir aux stoïciens, c'est toute la question de Saint-Augustin aussi, de l'outil et du fruit. Cette dimension de la jouissance, Lacan va l'aborder à sa façon, c'est-à-dire en essayant d'écrire ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, le réel. Ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire peut aussi s'écrire, ne pas cesser de s'écrire. Et puis évidemment, ça c'est le nécessaire, c'est le symptôme, et puis évidemment, ce qui ne cesse pas de s'écrire peut cesser. Enfin, tout ça, c'est pour dire un peu que on est pris là-dedans et on parle, et voilà. Bon, le par-l'être. Le par-l'être, c'est quelque chose d'important parce que c'est quelque chose qui, à un moment, que Lacan, vers la fin de son enseignement, va proposer comme métaphore à l'inconscient, à la place de l'inconscient. L'inconscient tel que Freud l'avait abordé. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est important, c'est toujours le désir de l'analyste, et non pas la psychanalyse. La psychanalyse, c'est une pratique, une praxis, une pratique du bavardage, comme on dit. C'est important ce mot-là, bavardage. C'est une expérience de la parole. Pratique du bavardage, en prenant en compte l'équivoque signifiante. C'est ce qui fait dire au discours de Rome en novembre 1974, qui fait dire à Lacan, c'est pas le discours de Rome, c'est qu'est-ce que c'est que ce dit ce que, qui ourde Rome. Voilà, là on est dans quelque chose, vous voyez, qui met en jeu la modulation vocale. Pour autant que ce qui est en jeu là, hein, c'est ce qu'on appelle l'équivoque signifiante, et tout ceci effectivement correspond à la pratique, à une praxis particulière, qui est celle de la langue en un seul mot. C'est un élogisme que Lacan va proposer, sur lequel il va s'inspirer, et autour de quoi nous ne cessons de tourner. Puisque c'est de cette langue, la langue, en un seul mot, hein, que vient l'interprétation. L'interprétation, c'est donc pas du sens ni de la signification. C'est quelque chose qui passe, je reviens là, par l'équivoque signifiante, c'est-à-dire par la voix, les modulations de la voix. Et c'est le point particulier que je voudrais à nouveau
aborder pour autant que ma topologie à moi, c'est celle de la parole, bien sûr. Quand je parle, je fais de la topologie, c'est évident. Hein. Et quand je chante, encore plus. C'est-à-dire que en tant que par l'être, hein, c'est pas le jeu qui pense, là, hein, c'est pas le cogito, là. Hein. J'en ai beaucoup parlé du cogito cartésien, là. De ce je pense, donc, se jouit, et non pas je suis, c'est cette question de l'être, et du fait que, justement, bien c'est ça l'enjeu, hein, justement, Descartes est un peu à côté de... Enfin, il essaie, lui, de dire ce qu'il en est, ce qui peut être dit. Ce qui peut être dit de ce qui se passe à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où la science prend son essor, où quelque chose ça commence à se développer dans la pensée, hein, quelque chose qui va conduire, qui prend en compte, qui va conduire de par la pensée et de par les images que l'on va progressivement trouver, hein, la pensée, qui va conduire notamment à un discours qui est celui de la science, dans lequel on baigne beaucoup actuellement. Donc, je reviens sur ces modulations vocales, c'est-à-dire sur le fait que ce que la science ne peut pas prendre en compte, il n'y a pas à lui demander de le prendre en compte, la science, elle invente, ou elle imagine plutôt, hein, par des images qu'on peut trouver sur les écrans, hein, notamment. Hein. Au niveau de la médecine, on est du côté de toutes les recherches importantes, hein, qui se font au niveau du corps. Donc, elle va fabriquer des images de quelque chose qui ne peut pas s'imager, qu'on appelle le réel. Le réel, c'est pas la réalité. Bon. Le réel, c'est quelque chose qui a à voir avec l'organisme, c'est-à-dire que ça a à voir avec le réel de la jouissance chez l'être parlant. Je parle du par l'être, là, d'emblée. Dès que nous sommes dans ce monde, on va dire, hein, il y a une rencontre qui se fait entre le symbolique, c'est-à-dire des signifiants que l'on est amené à prendre. Hein. Ça ne veut pas dire du tout qu'on est obligé de prendre les significations de ceux qui nous les donnent, à savoir nos parents. Hein. Mais enfin, on en prend, puis on va développer des significations à partir de là. Hein. Donc, des signifiants, d'une part, et puis alors, ce réel, c'est-à-dire cet insaisissable, d'une jouissance propre à chacun, incalculable, imprévisible, qui va jouer et jouir durant toute la vie. Il y a donc cette rencontre-là, et on pourrait penser qu'effectivement, il y a un nouage relativement satisfaisant entre ce réel et ce symbolique, d'autant plus qu'une consistance qu'avec Lacan nous appelons l'imaginaire, c'est-à-dire le corps, un corps particulier, une consistance va contribuer à former ce nœud, ce nouage. On est donc en dehors de tout ce qui a pu être dit de la psychologie, voire de la psychanalyse, du temps de Freud, à savoir les stades. Bon, je laisse un peu ça de côté parce que je voudrais essayer d'aller dans le prolongement de ce que je viens de dire, dans le fait qu'en fait, il y a quelque chose, ce que j'ai appelé là, la suite de Lacan, dans le séminaire du 15 novembre 1977, le moment de conclure, la première séance, la crachose.
En effet, c'est la question suivante que l'on peut poser comme ça. Qu'est-ce qui fait que, quand on pose des questions, c'est évidemment qu'on a les réponses, comme dit là quand même. Bon, c'est pas les réponses pour savoir ce que ça veut dire, ça veut pas dire qu'on peut dire ce que c'est. Hein. Mais c'est important d'arriver à poser des questions. C'est qu'est-ce qui fait que cette rencontre particulière, ce nouage particulier, ce nouage premier, va contribuer à l'élaboration d'une structure qui est insaisissable, elle aussi, dont on ne va voir que les effets. Les effets, c'est l'inconscient est structuré comme un langage. Il y a le mot structure, là. Hein. On pourrait presque dire, à la limite, comme ça, pourquoi pas, après tout, hein, que Freud, il finit son enseignement là-dessus, puisqu'il finit sur la question de la structure, justement. Hein. Construction. C'est le mot structure dedans. Hein. Bon. Ce que j'ose avancer, ce qui ne va pas de soi, du tout, dans le milieu analytique. Alors, le milieu analytique, hein, il faut quand même pas envoyer des fleurs là-dedans, hein, parce qu'il y a évidemment tout ce qu'on veut. Hein. Je peux d'autant plus dire que moi aussi, je suis passé par... je me suis engouffré là-dedans à un certain moment, ouais, et puis c'est important de s'engouffrer là-dedans, dans les groupes, comme on dit. On dit les institutions. Enfin, institution, je rappelle quand même que ça vient de institutum, mais c'est un participe passé, chose qui est fixée, hein, bien placée, voilà. Hein. Et puis qu'il y a de la politique là-dedans. Hein. Bon. Donc la question pour moi, c'est pas tellement la psychanalyse maintenant, au XXIe siècle, ou aujourd'hui, tout ce que vous voulez, c'est le psychanalyste, c'est-à-dire le désir de celui qui prétend occuper cette place où le met, l'analysant, place qui n'est pas du tout une place où il va faire semblant, où il est un tenant-lieu de l'objet cause du désir de l'analysant. Voilà le couple. C'est un couple particulier, hein. C'est pas le couple habituel, hein. Elle vient, là, s'il y a du désir de l'analyste, ça vient en lieu et place. Alors évidemment, peut-être que certaines personnes qui m'écoutent là ne sont pas bien là-dedans, mais ça va revenir. Du manque de rapport sexuel. Bon, ça c'est quelque chose, effectivement. C'est important, le manque de rapport sexuel. Je vais essayer de dire pourquoi. Je vais essayer de dire pourquoi, au-delà de tout ce qu'on peut, comme ça, répéter à l'envi, hein. Vieillir, hein, pas vieillir. C'est-à-dire, voilà, l'inconscient est structuré comme un langage, il y a le sujet supposé savoir, hein, bon, tout ce qu'on voudra, hein, et puis les équivoques signifiantes, et puis l'objet petit a, là, enfin tout ça, bon. Il faut passer par là parce que je crois que c'est justement la question de l'objet petit a dont je voudrais parler. Et surtout, là je suis en pleine hypothèse, hein, mais enfin, c'est une hypothèse qui est basée sur mon expérience de tous les jours, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que, à un moment, là, quand il parle à Rome en novembre, 1er novembre 1974, il dit que le symbolique vient limiter, vient civiliser cette jouissance qui part dans tous les sens. Et on peut parler, le corps vivant, à ce moment-là, on peut parler d'un corps animal, évidemment, hein, mais c'est pas un corps animal comme l'animal, parce que justement, il y a cette rencontre avec le symbolique. Et il y a une affinité entre les deux, énigmatique, mais sérieuse. Hein, ce qui fait que c'est l'énoncé joannique, là, au commencement était le Verbe. C'est très fort, ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que le Verbe? Alors, c'est le logos grec, oui.
Le langage, oui, on va dire, oui, c'est peut-être plus compliqué que ça. Hein. Le langage pourrait bien être une élugubration de savoir. L'élucubration, c'est très sérieux, c'est pas du tout quelque chose comme ça qui est jeté, là, et puis voilà. Hein. Bon. C'est une façon d'essayer de... C'est ce que j'essaie de faire. Hein. En tant que par-l'être, bien sûr, et je suis toujours surpris du par-l'être que je recèle, comme chacun d'entre vous, ou chacune d'entre vous, du fait que chaque fois que je chante, quelque chose de nouveau m'interroge. Alors j'ai appris, bien sûr, les techniques. Il vaut mieux apprendre la bonne technique, hein. Les bonnes techniques, comme on dit, italiennes. Hein. La question du souffle, notamment. Hein. Mais ça résonne dans ce palais-là. Ça résonne parce que, j'ai déjà dit, ça, il faut que le son là, qui vient du ventre, avec une certaine pression, là, qui va faire que, bien sûr, il va résulter du larynx, c'est des cordes vocales. Et puis après, il va obtenir une certaine coloration, et notamment un brillant, si le son qui est fabriqué par les cordes vocales vient juste derrière les incisives, au niveau de ce qu'on appelle le palais strié. C'est pas le palais qui est derrière qu'on appelle le palais mou. Ça va pas faire un son bon. Alors tout ça, bien sûr, c'est une certaine technique, mais l'important, c'est ce qui passe du rapport à la jouissance, ce qui est chanté. On pourrait dire que la différence avec le théâtre, la voix au théâtre, notamment la voix aussi bien le bruit qu'elle fait, le sonore, etc., que les silences, que l'intonation, que le souffle, que tout ce qu'on voudra. La voix, elle est là pour faire passer le texte. Hein, le rendre... Je vous renvoie à la Champmeslé, là, qui était la grande déclamatrice de Racine. Et Lully venait écouter la Champmeslé pour composer, vous voyez un peu. Mais il y avait autre chose. Hein. Il y a autre chose, là. Même au théâtre. Seulement, ceux qui, les par-lettres, puisque c'est des par-lettres, évidemment, hein. Comédiens, si vous voulez, tragédiens, si vous voulez, bon, c'est des par-lettres. C'est-à-dire qu'il peut arriver, par exemple, quelque chose d'extraordinaire qui est arrivé, je ne vous dirai pas le nom, hein, ben c'est qu'il se retrouve sans voix. Or, c'est ça la voix. La voix comme objet petit a, c'est ça. C'est quand il n'y a plus le bruit qu'elle fait. Ça ne veut pas dire que ce n'est que ça. Mais c'est ça. Bon. C'est donc quelque chose qui survient, comme on dit, dans les coupures. C'est ce que l'analysant va essayer de dire, de bavarder comme ça, hein, à sa façon. Hein. Et il en résulte, bien sûr, que l'analyste, comme on dit, l'analysant, il fait de la poésie, en quelque sorte, sans s'en rendre compte. Hein. Il n'entend pas. Il ne faut pas lui demander d'entendre non plus. Hein. Mais à un certain moment, l'analyste y tranche. Il intervient. Et tout d'un coup, évidemment, ça fait apparaître la voix. C'est-à-dire le trou, le silence. Alors, de cette rencontre primordiale dont je parlais tout à l'heure, là, tout au début, là, dès qu'il y a de la vie, hein, dont on peut pas
objectiver quoi que ce soit. Hein. L'inconscient, c'est une supposition. Hein. Ce que je dis, c'est des suppositions. Hein. Suppositions. Mais c'est des suppositions qui sont... Et le mot subjectum, subjectif, hein, en latin, subjectif, c'est ça, c'est ce qui est posé dessous. Hein. Hypothesis, hypothèse. Et c'est à partir des hypothèses, c'est-à-dire c'est toujours dans l'après-coup qu'il est possible de dire quelque chose. C'est-à-dire qu'il y avait un dire au-delà du dit, mais ce dire, qui n'est pas la voix, mais qui n'est pas l'objet de dita, ce dire, c'est dans l'après-coup qu'on peut, en quelque sorte, l'invoquer. Alors c'est quelque chose qui, il y a de nombreuses années, sans tellement que je m'en rends compte, là, comme par lettre, j'insiste là, hein, en sachant que je ne peux pas vous dire bien ce que c'est qu'un par lettre, hein, sinon que, c'est quelqu'un, bien sûr, c'est quiconque, parlant, produit de l'être. Alors que, en philosophie, hein, ce que Lacan appelle sa philosophie, hein, en philosophie, avec Heidegger notamment, c'est parce qu'on a de l'être qu'on parle. Il y a quelque chose de, comment dire ça, de plus subtil, il y a primordial, mais enfin bon, pas trop partir dans les primeurs et dans les primordiales, parce qu'on est toujours, bon. Donc au commencement, in principio acerbum, ou en arche, en o logos, hein, en grec, au commencement, était. C'est un imparfait. Hein? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui... Retenez le mot chose. Il y a quelque chose qui n'est pas réalisé. Comme on le dit, quelques minutes plus tard, et la pluie tombait, ou la bombe éclatait. C'est ça l'imparfait. C'est pas le parfait. C'est pas la bombe éclata, à ce moment-là. La bombe éclatait. On est toujours dans la quête de ça. Hein. Alors, Lacan et d'autres, hein, ou pas, peuvent en rester à toutes des façons d'artifice, à des modes d'artifice. Il y a quand même le mot art là-dedans, un artifice d'écriture. Notamment, c'est la topologie. Et c'est la topologie qui, dans ce séminaire, le moment de conclure, est importante. La topologie. C'est pas tellement mon truc à moi. Ma topologie, alors je vais le dire autrement, hein, carrément là. Ma topologie, c'est de chanter. C'est d'entendre. C'est de, comme on dit dans la pulsion, le troisième temps, c'est se faire entendre. Freud, il reste au voir, être vu, entendre, être entendu, et Lacan va rajouter le se faire voir, le se faire entendre. Ça va pas de soi. Je ne vais pas non plus glisser trop sur la pulsion, parce qu'on y reviendra, hein, c'est important. Hein. Mais je sais pas si je voudrais, mais, parce que je me rends compte aussi que j'arrête pas de tourner en rond, bien sûr, comme toujours. Hein. Je vais essayer d'avancer en direction de quelque chose qui est fou. C'est pas le monde qui est fou, hein. Le monde est organisé à partir pour chacun, à partir de cette conception, oui, on peut dire conception, hein, de cette organisation qui est celle du corps selon
selon le spéculaire. On imagine tout le reste, tout le monde, tout le reste du monde. C'est tout ce qui va être développé par rapport à ce qu'on appelle la structure du fantasme. Donc je laisse ça de côté. Il y a quelque chose de fou, je dirais de dingue. Ben oui, ça fait penser. Das Ding. Il y a quelque chose de dingue dans ce séminaire-là. Le moment de conclure. Ce serait intéressant justement que chaque parlette puisse, d'une certaine façon, parce que c'est ça, qu'est-ce qui est passé par ça. Depuis que je chante, j'ai beaucoup laissé les écritures du séminaire. J'ai beaucoup essayé d'entendre la voix de Lacan. On peut dire qu'il y a des arias. Il ne manque pas d'air. Ouais, il y a des arias seria, des arias buffa, on va dire l'opéra. C'est-à-dire qu'il y a des envolées comme ça, de la voix, des acuta, comme on dit en italien. Et puis, il y a des moments où c'est plus récitatif, comme on dit. Mais ce que je vais essayer quand même d'y arriver, c'est pas simple. Ce que je voudrais avancer, c'est parce que ça lui sort comme ça tout d'un coup, il dit bien sûr, les mots font les choses, ouais. Ben oui, c'est évident que les mots font les choses. On pourrait aller plus loin. Voilà, chez les Grecs, il y avait l'idée. L'idée, vous voyez bien que l'idée, ça vient de Eidos, évidemment. Et derrière tout ça, il y a une racine qui est le prétérit du verbe voir. Et d'ailleurs, ça correspond bien avec l'anatomie, l'œil. C'est rattaché au cerveau, à la pensée. Enfin, c'est comme ça qu'on se représente les choses. Donc, les mots, les idées, on peut leur donner une forme, un mot. En sachant que derrière tout ça, il y a le fait que les mots, ça fait des choses, quoi. Et voilà, tout est bien, il y a du rapport sexuel, voilà, ça marche. Et bien le psychanalyste, lui, ce qu'il sait, le par-l'être, il sait que le par-l'être chez le par-l'être, parce que c'est lui qui considère le par-l'être, bien sûr. Ce qu'il a découvert, il a fallu qu'il paye ça avec son, comme on dit, avec sa peau, qui passe par ce qu'on appelle le discours hystérique, que ça passe dans le corps, ça passe dans ses tripes, le truc, coûte cher, Le verbe s'est fait cher, c'est pas du tout simple, parce que d'emblée, ça nous arrange pas tellement, cette histoire-là. Les animaux, ils sont bien plus tranquilles, les singes notamment, enfin tout ça, quoi, bon. Mais c'est à la fois notre destin, et puis ce qui pourra venir mettre de l'eau dans le gaz dans ce destin, justement. Parce que c'est ça qui fait qu'à un moment on se met à parler à quelqu'un qui s'appelle, ou qui se nomme un analyste, si toutefois il en est un. Le désir de l'analyste. Ah oui, ça, on ne peut pas dire ce que c'est. Tant plus que le désir, on ne peut pas dire ce que c'est. Si, d'accord, le fantasme, on peut dire, mais pas le désir. On confond les deux, d'ailleurs. Bon, c'est pas un problème. Il y aurait donc un rapport sexuel entre les mots et les choses. Eh ben non. Non. Ah oui. C'est ça, l'équivoque signifiante. C'est ça, la modulation vocale. Alors, on peut bien accorder aux animaux, aux oiseaux qui chantent. Bon, c'est par analogie, Ils font des modulations vocales, d'une certaine façon. Et le résultat de cette rencontre-là, le résultat, c'est-à-dire le fait que soit mis en place au niveau du corps
non seulement une anatomie, mais quelque chose d'autre, hein, c'est qu'on va pouvoir moduler les modulations, c'est ça le chant. On module les modulations. Le par-l'être, le parler chanté. Et dans cet acte-là de moduler les modulations, il y a quelque chose qui... la chose qui se jouit. Donc dans ce séminaire en particulier, là, du 15 novembre 1977, hein, à l'école freudienne de Paris, à ce moment-là, il se passe beaucoup de choses, c'est difficile, c'est tendu, il se passe... Bon, je ne vais pas vous raconter tout ça, mais enfin, il se passe des choses difficiles. Et Lacan va faire donc ce séminaire. Moi, je l'entends parce que je l'ai réécouté ces jours-ci, là. Je ne lis pas trop les... Hein. Je l'ai réécouté, je trouvais que c'était un opéra, finalement. Puis à un moment, il sort ça, là. Il le crache. C'est la crachose. Et il dit que... il y a un temps logique. Je ne le dis pas comme ça, mais enfin, c'est moi qui vais le dire. Il y a un temps logique qui est indispensable pour que la voix, les modulations vocales, la dimension du signifiant, puisse opérer. Mais c'est seulement dans l'après-coup. Parce que ce dont il s'agit, c'est de quelque chose qui... Comment dire ça? Alors, bien sûr qu'il n'est pas, c'est sûr. Qui n'est pas réalisé. Et ce ne sera jamais réalisé en tant que tel, sauf peut-être... Ouais, il y a un article de Jeanne Lafont là-dessus, intéressant, sur la crachose. Il cite l'exemple d'autiste. À savoir de cette bave-là, parce que cette pratique du bavardage, c'est ça. Hein. L'autiste, vous savez, il a ça, là. Hein. Ça sent pas bon, la mort, tout ça. L'enfant. Ça peut entraîner ce déchet-là. Donc, il y a ce moment particulier, et là, je fais le saut, là, hein, sûr, qui est celui qui, particulièrement, prend, ça s'apprend pas du tout, hein, prend la diva. La diva que, vous voyez que c'est un mot qui vient bien sûr d'italien, mais il n'y a pas de, on pourrait dire le divo, non, ça n'existe pas. Hein. Du côté des ténors, on va dire qu'il se passe toutes sortes de choses, hein, bien sûr, mais c'est pas tout à fait ça, hein, qui est en jeu. Donc, la diva. C'est-à-dire que c'est quoi la diva? Dans l'histoire de l'opéra, c'est la rencontre de ce que Lacan va appeler une femme, c'est une jouissance particulière, et puis la voix. Et cette rencontre, elle vient particulièrement au début du 19e dans le bel canto, au moment où, après que les castras soient retirés comme ça sur la pointe des pieds, hein, après Mozart aussi, après le cri de Don Juan, hein, au début du 19e, après qu'on soit sorti d'une voix particulière que mon ami Michel Poisat, qui est mort déjà depuis pas mal de temps, a nommé la voix de l'ange. Alors pourquoi la voix de l'ange? C'est parce que c'est l'aigu, puis l'ange c'est le messager, c'est l'intermédiaire entre
Dieu l'humain. C'est une voix particulière. Bon, je ne vais pas en dire plus aujourd'hui. À un certain moment, donc, évidemment, tout au début, parce que tout ça, ça part évidemment de ce qui se passe sur le plan religieux. Et à un certain moment, ça va passer sur le plan profane. Sur le plan profane, et c'est le début de l'opéra, c'est 1607, Orfeo de Monteverdi, mais il y avait déjà avant des essais, là, c'est les camerata de Baldi notamment. Bon. Alors, ces modulations vocales, hein, parce que le parler, c'est aussi les modulations vocales, hein, bon. Mais les modulations vocales, c'est quelque chose qui peut intervenir dans le par-l'être, chez le par-l'être, quand il parle, hein. Il y a une certaine jouissance. Et puis c'est, comme on dit, ça vient, la parole, ça vient d'un lieu de vérité, c'est-à-dire de quelque chose qu'on ne peut pas saisir en tant que tel. Et donc, ce que je suppose, là, en pensant, dans l'après-coup, hein, dans l'après-coup de quelque chose, ce que je suppose, parce que c'est quelque chose comme ça, même si je ne suis pas une femme, encore que, vous savez, il y a les fameuses symptômes, elle, hein, chez l'être parlant, puisque la sexuation, c'est pas la sexualité telle qu'elle est définie, par l'état civil. Hein. Un petit exemple comme ça, on pourrait dire que l'homme, quand il aime, il aime la femme qu'il n'aime pas. Quand il désire, c'est autre chose. Alors là, ça va poser des problèmes, hein, parce que va se poser d'emblée le rapport à la jouissance particulière, qui justement est différente chez l'homme et la femme. Enfin, je laisse ça de côté, on y reviendra. Bon, donc, il y aurait, et c'est à partir de la pratique du bavardage, on peut y aller là, hein, mais c'est un bavardage subtil, que le chant que je connais, notamment le chant lyrique. L'autre, je ne sais pas trop, mais enfin, moi, je parle un peu de ce que je connais quand même. Hein. Cette pratique du bavardage, le chant serait, en quelque sorte, la mise en acte de par la jouissance, signifiant jouissance phallique, jouissance du corps, qui n'est pas la jouissance phallique particulière, donc le chant, la voix, on va dire, le chant, c'est pas dire, la voix serait cet objet, cause du désir, ce plus de jouir particulier qui s'empare, c'est ce que je disais là, c'est-à-dire que le réel vient, vous savez que c'est le réel qui nous conditionne, hein, c'est pas nous du tout qui allons vers le réel. Hein. Bon. Vous voyez qu'on est, c'est le cas de le dire, hein. On est déterminé. Hein. On peut trouver quand même autre chose, hein. On peut y arriver. Hein. Bon. Eh bien, ce plus de jouir, là, et la voix qui s'exprime comme ça habituellement, n'est pas sans je ne sais pas comment dire, n'est pas sans être noué à quelque chose qui est cette bave-là, et qui se manifeste par le souffle, quand on chante. Quand le par-l'être chante, il y a un moment où le par-l'être, effectivement, est parti, est seul. Bon, il faut quand même qu'il respecte un petit peu
ce qui est écrit sur la partition, pour que, mais enfin, vous savez, il y a eu un moment où on a fait des arias en trois parties. Aria da capo, comme on disait. Une première partie, ben voilà, on chante ce qui est dessus. À peu près, on peut mettre des petites fioritures, mais pas trop. Hein. Une deuxième partie, on respecte à peu près. Puis la troisième partie, ben, c'était surtout du temps des castrats. Alors là, l'improvisation totale. Ben, c'est ça. C'est quelque chose de cet ordre-là. On peut entendre ça. Alors là, on entend ça, évidemment. Est-ce que c'est ça le se jouit? Le corps parlant, chantant, se jouit. C'est comme si, enfin c'est ça un peu l'hypothèse qui m'intéresse, c'est comme si, je vous ai parlé des autistes tout à l'heure, Jeanne Lafont, Éric Porge aussi, fait des articles là-dessus, sur la crachose. Je n'ai pas besoin, moi, de me référer à l'écriture de la topologie. Ben, chacun son mode, hein. C'est pas un problème. Hein. C'est comme si, vous voulez, s'il y avait, là, dès qu'il y a cette rencontre, ce nuage-là, la mise en jeu, je ne sais pas comment dire création, je ne sais pas si c'est création, mais d'un continuum. C'est ça le bavardage, un continuum. Un continuum d'où viendrait ce continuum, ben, les signifiants. Je ne parle plus des mots à ce moment-là. Hein. La crachose. Et ce continuum, mais ça explique ce qu'on trouve à l'opéra, c'est-à-dire notamment l'importance des silences. Et là, la formule de Lacan, comme il dit, le cri fait le gouffre où le silence se rue. C'est-à-dire que le silence, il vient se pelotonner là, dans ce continuum. Il n'y a pas de preuve, évidemment. Mais c'est un continuum. La jouissance, c'est un continuum. C'est ça que je veux dire. Pour qui peut l'entendre? C'est le continuum. Est-ce que c'est la vie? On ne peut pas dire ça quand même, mais... Hein, quand j'ai parlé du passage du sujet au par-être, c'était ça un peu l'idée, hein, c'est que... C'est qu'à partir de là, évidemment, il y a une écriture particulière, celle de la langue en un seul mot, hein, et là, elle a NGUE, hein, qui fait faire toutes sortes de néologismes d'ailleurs. Hein. C'est ça la crachose. C'est parce qu'il y a le continuum. Puis alors on sait que quand il y a un continuum, là, je crois que c'est en physique, on dit ça, ben, il y a de la discrétion. C'est-à-dire que il y a une définition dans ce continuum. Je ne sais pas si c'est tout à fait ça, mais enfin c'est comme ça que je vais le dire. Hein. On répartit dans ce continuum des éléments, on coupe quelque chose. Et c'est donc l'agencement des deux qui est en jeu. Ce serait peut-être une des façons d'articuler la jouissance phallique, là, avec les signifiants, hein, et puis la jouissance autre, là, proche de la jouissance féminine. Bon, bien là-dessus. Ce continuum, qu'est la jouissance? Qu'est l'existence? Évidemment, la science ne le prend pas en compte, il ne faut pas lui demander, elle n'est pas là, comme je l'évoquais tout à l'heure. Hein. C'est ce qui fait que, quand elle est partie, la diva, dans cette pensée, notamment Maria Callas, mais il y en a d'autres, hein. Notamment au niveau du bel canto, il y a eu deux jeunes chanteuses, là,
qui ont laissé un peu leur peau, parce que c'était difficile. Hein. D'ailleurs, Maria Callas, c'est quand même intéressant, je vais peut-être finir là-dessus, oui. Je ne sais pas spécialement sa relation avec... celui que vous savez, là. Hein. À la fin de sa vie, on dit qu'elle écoutait sa voix. Écoutez, elle réécoutait. Elle pensait qu'elle ne pouvait plus chanter. Enfin, c'est-à-dire qu'elle pensait qu'elle pouvait, à mon avis, je dirais comme ça, qu'elle ne pouvait plus rentrer dans ce continuum. Elle pouvait l'entendre. Elle ne pouvait plus le faire sortir de ses tripes. Alors, évidemment, c'est terrible. C'est terrible. Tel point qu'elle avait rompu toute relation sociale, sauf avec quelques personnes qui lui étaient proches, mais qui n'avaient rien à voir avec le lyrique, ou quasiment pas. Alors, vous voyez que c'est pas simple, hein, parce que on pourrait dire en quelque sorte que, comme il le disait, l'important c'était le public. C'est dire, voilà, on va reprendre nos trucs, elle se constituait comme objet qui vient recouvrir le manque de l'autre, comme on dit. Hein. Tellement évidemment que ça ne marche plus. Mais ça, c'est déjà une élucubration. C'est déjà pas mal, hein, mais enfin, c'est encore une élucubration. Ce que j'essaie de dire, c'est que la vie vaut peut-être la peine d'être vécue s'il y a ce continuum. Ou alors, autrement, si on a rencontré ce continuum, évidemment, on n'est plus comme avant. Et alors, justement, c'est ce que fait Lacan, là, dans ce temps de conclure, là, ce moment de conclure. Oui, c'est pas le temps, c'est le moment. Alors, on peut dire toutes sortes de choses, j'ai lu des choses là-dessus. Tu disais qu'il ne va pas bien. Enfin, j'ai entendu ça autrefois, hein, quand j'étais... il était dément, peut-être, on ne sait rien du tout. Hein. D'ailleurs, il dit que la psychanalyse, c'est un délire, hein, donc il faut un peu savoir de quoi on parle, hein, c'est toujours pareil. Hein. Si on veut être dans le sens, il avait du mal parfois à faire les schémas topologiques, c'est pas simple. Enfin, moi, je dois dire que c'est pas tellement par là que je passe. Alors, l'important, c'est que chacun trouve son truc, parce que finalement, on est toujours au bout de quoi ? Enfin, on est toujours au pied d'un mur. Hein, comme il le dit, c'est la mur. Avec l'objet petit a, là, il faut trouver quelque chose, hein, non pas pour rompre le mur, hein, mais pour arriver à limer quelque chose, comme il le dit. Hein. Ouais, il est progressivement là. Hein. Et la mur, évidemment, c'est l'amour. Enfin, c'est l'amour. On dira un peu plus quand même, hein, de cette affaire-là. C'est vrai que ensuite ça a été de moins en moins représentatif, on va dire, de plus en plus silencieux. Mais le silence, c'est pas rien. Il y en a un qui s'en est rendu compte, et je vais finir là-dessus. Hein. C'est Wagner. Bon, on prendra Wagner parce que c'est pas rien, Wagner. Hein. Et ce qui va suivre après, c'est-à-dire Schoenberg et Berg. Hein. Wagner, il remet en cause les moments comme ça. Là. On raconte l'histoire en chantant, tout ça, en se faisant plaisir, en faisant certaines jouissances phalliques, on va dire. Hein. Puis à un moment, voilà, la voix s'émancipe. Bon, ça c'est assez typique, c'est assez extraordinaire. Hein. Bon. Et puis, Wagner, vous savez que Wagner, il est né la même année que Verdi, en 1813. Hein. Il va mourir avant Verdi. Bon. On est dans le 19e, là. Hein. Vous savez, la fameuse phrase, hein. 1850, il écrit à Liszt, et il lui dit la musique est femme. Bon, on prendra un peu ça parce qu'il faut
il faut quand même un petit peu un bon. Eh bien, Wagner s'est rendu compte quand même, surtout vers la fin, le dernier opéra, c'est Parsifal. C'est compliqué, Parsifal. Hein. Il s'est rendu compte que dès la première, il fallait pas applaudir comme ça. Hein. Parce que quand on applaudit, on supprime, on annule ce continuum. Mozart, on entend encore Mozart quand on n'entend plus le bruit des notes ou le bruit de la voix. La voix, c'est ça, hein, c'est qu'on entend. De parler, c'est ça. Alors il a demandé qu'on n'applaudisse pas. On n'applaudisse pas parce que quand on applaudit, on a envie de gueuler un peu, hein, bien sûr, quoi. Bravo et tout ce qu'on voudra. Hein. Puis comme on dit, ça fait du bien aux chanteurs, du bien aux acteurs, au théâtre aussi, mais, est-ce qu'on ne rejette pas quelque chose, là, d'imbuvable, un trop? Bon, je vais m'arrêter là-dessus et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.